Alors, la première des choses. Alors, du moment que vous lancez Eclipse sur un nouveau workspace, donc vous allez avoir cette fenêtre Welcome. Alors, pour le moment, on n'aura pas besoin. Alors, je ferme aussi donc ces fenêtres-là. Alors, il est en train d'initialiser parce que vous savez que Eclipse, en principe, il est utilisé, c'est une application, c'est un bon exemple d'application fermée à la modification, ouverte à l'extension. C'est-à-dire que vous ajoutez des plugins. À chaque fois que vous ajoutez des plugins, vous avez de nouveaux environnements, n'est-ce pas? De nouveaux outils, de nouveaux. Alors, quand vous installez beaucoup de plugins, généralement, au démarrage, il charge ces plugins, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Bien. Alors, tout d'abord, maintenant, on veut créer une application web J2E. La première des choses, c'est la configuration. Alors, dans les préférences, tout d'abord, on va spécifier quel GDK. Quel est le GDK qu'on va utiliser? Alors, dans la partie installate GRE, généralement, on voit quel GDK est utilisé par Eclipse. Alors, il y a toujours un GDK par défaut que vous allez trouver sélectionné, mais en principe, c'est à vous de spécifier le GDK que vous avez installé. Parce qu'en fait, il se peut que dans votre machine, vous avez plusieurs versions qui sont installées. Ben, du coup, donc, il faut le spécifier. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vois? Je vois GRE 7, mais il se peut qu'il ne corresponde pas à ce que j'ai installé. C'est pour cela que je vous recommande d'ajouter, avec Ajouter, Next, et vous cherchez dans votre répertoire, par exemple dans Programme Files, vous trouverez dans la catégorie Java, et je vois ici, donc je vais utiliser GDK 1.7. Alors ça, ici, ça veut dire quoi? Je suis en train de dire à Eclipse, moi, j'utilise ce GDK. Alors pourquoi tout simplement je vais dire ça? Parce qu'après, il y a plusieurs versions de GDK, mais également il y a des versions du serveur. Version Tomcat 5, 6, ainsi de suite. Et parfois, pour ne pas avoir un problème de version, il vaudrait mieux savoir quel GDK que vous utilisez. Alors ici donc j'ai spécifié le GDK. Alors ici donc j'utilise GDK 1.7. Et après quel serveur? Alors le serveur, dans la partie serveur, Runtime Environment, vous dites maintenant je veux créer une application pour quel serveur? Alors ici donc dans la configuration, vous voyez donc vous avez différents types de serveurs. Alors dans J2E, chacun travaille avec des serveurs en fonction du contexte. Alors vous trouverez par exemple le Apache Tomcat, il fait partie de la catégorie Apache. Alors nous on va utiliser Apache Tomcat par exemple version 7, Next, et à condition de spécifier où se trouve Tomcat. Alors maintenant le serveur, il faut savoir où est-ce qu'on va le trouver. Alors si dans votre machine, on suppose que vous allez avoir Tomcat quelque part, par exemple dans J2E, j'ai Apache Tomcat 7. Alors ça veut dire que maintenant quand vous allez travailler avec votre TP, vous aurez besoin tout d'abord de trois choses. GDK, parce que c'est un kit de développement Java, vous aurez besoin de Eclipse et vous aurez besoin de Tomcat, parce qu'il vous faut un serveur. Alors Tomcat. Et bien sûr Tomcat, quand vous le démarrez, lui-même, il va utiliser quel GDK? Il va utiliser le GDK par défaut. Donc, en principe, c'est le GDK qui est sélectionné. Alors, ça, c'est la config. Alors, ça, vous le faites une fois pour le workspace. Vous n'allez pas le faire pour chaque projet, mais avant de créer le projet, il faut s'assurer que cette configuration est correcte. Alors, par la suite, maintenant, on veut créer juste une application dans laquelle je vous montre comment créer une servlet, comment la déployer, comment la tester, et comment créer une page JSP pour faire la différence entre servlet et JSP. Alors pour cela, on va créer un projet web dynamique. Dans la catégorie web, vous avez Dynamic Web Project. Next. Alors le projet, on va l'appeler WS1. Alors vous voyez donc le projet, il utilise quel serveur? Donc je veux créer un projet utilisant le serveur Tomcat. Vous voyez donc par défaut la version de module J2E. Alors vous voyez donc servlet 2.2 jusqu'à 3.0. En fait, avec Tomcat 7, vous pouvez travailler avec la dernière version de Servlet. Mais si vous travaillez par exemple avec Tomcat 6, vous pouvez aller jusqu'à 2.5. Si vous travaillez avec la version Tomcat 5, vous voyez donc, en fait, les versions des serveurs, c'est parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle version de l'API Servlet. Donc, forcément, il y a une amélioration au niveau des serveurs. Alors, c'est donc, on va utiliser la version 3.0. Next.
Alors, dans la version 3.0, le fichier web.xml n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le générer, il faut le cocher ici. Generate web.xml. Alors, généralement, pourquoi? Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que pour déployer une servlet, il y a deux solutions. Soit le fichier web.xml, soit en utilisant les annotations. Alors, je vais vous le rappeler dans cette démo. Finish. Bien, alors dans la fenêtre projet, donc on trouve ici il y a une fenêtre qui s'appelle Navigator, que vous avez déjà utilisé la semaine dernière si vous vous rappelez. Si vous mettez Windows Show View Navigator, dans la fenêtre Navigator, en fait, il vous montre la structure du projet. Alors, c'est-à-dire la structure physique du dossier du projet. Alors, je vois ici, il y a un dossier source, dans lequel généralement on crée les classes, mais également on trouve un dossier web content. Alors, dans le dossier web content, c'est là on va créer le contenu web. Alors, c'est quoi le contenu web? C'est les pages HTML, c'est les feuilles de style CSS, c'est les images, c'est-à-dire tout ce qui va s'afficher dans les pages web, généralement. Mais tous les traitements, parce qu'en fait, il y a la partie, tout ce qui concerne les traitements, c'est des classes. Et les classes, généralement, on va les créer dans le dossier source. Alors, maintenant, je veux créer une servlette. Pour créer une servlette, on aura besoin de créer une classe. Alors, cette classe, on va l'appeler, par exemple, first servlet. On va la mettre dans le package web. Finish. Alors, cette servlette, alors on va agrandir la taille des caractères, comme ça on peut voir mieux. Voilà. Alors, first servlet. Pour que ça soit une servlette, nous avons dit qu'il faut respecter, voilà, il faut respecter les règles suivantes. Tout d'abord, on a besoin d'hériter extend HTTP servlet, contrôle espace. Alors HTTP servlet, donc on va la retrouver parmi les API, donc il est importé. Et dans une servlette, tout simplement, on va redéfinir les méthodes qu'on veut. Il y a do get, do post, mais également, on a parlé de la méthode init, c'est pour l'initialisation, et la méthode destroy, notamment au niveau de la destruction. Alors ici, donc, je vais créer la méthode do get. Mais la méthode do get, vous savez, la méthode do get, il existe déjà dans HTTP servlet, donc on va la redéfinir. Et pour ne pas se tromper dans la syntaxe, il suffit donc d'écrire l'initiale, contrôle espace. Donc vous voyez, donc il va vous la redéfinir. Donc, alors, et ce code-là, maintenant, c'est pas à vous de l'écrire. Vous avez la méthode de get. Il reçoit, nous avons dit que la méthode de get, il reçoit deux paramètres. Le premier, c'est request. Le paramètre, on va l'appeler request. Il est de type HTTP servlet request. Et le deuxième s'appelle response. Il est de type HTTP servlet response. Et que toujours la méthode, il lève l'exception servlet exception et input output exception. Voilà le contenu. Ce contenu, maintenant, je l'efface. Mais non, c'est par définition, c'est-à-dire s'il y a une exception, ils vont remonter vers le serveur. Hein? Parce qu'en fait, s'il y a une exception, il ne sera pas traité au niveau de la servlette, mais c'est Tomcat qui reçoit l'exception et généralement, il affiche les messages de l'exception dans sa console. En fait, c'est parce qu'en fait, une servlette, elle est faite pour quoi? Pour faire un traitement. Mais il se peut qu'il y a un problème au niveau du traitement, comme par exemple s'il y a un problème de connexion, s'il y a des problèmes de connexion, soit au niveau avec la couche métier, par exemple, comme l'accès à la base de données, s'il y a des problèmes c'est-à-dire que le client lui-même, ça arrive parfois que le client envoie la requête et après le serveur il veut lui envoyer la réponse, mais avant d'envoyer la réponse, le client est déjà déconnecté. Donc il y a de toute façon, une servlette, toujours, suppose qu'il va lever l'exception. Alors maintenant, dans une servlette, on affiche. On veut lire les données de la requête. Alors supposons que vous voulez lire les données saisies par l'utilisateur. Alors comment on va lire les données? Par exemple, supposons qu'on va envoyer par exemple un paramètre nom. Alors pour lire le nom
saisi par l'utilisateur, on va écrire string, par exemple, la variable nom, égale, on utilise l'objet request. Alors, en fait, l'objet request, qu'est-ce qu'il permet de... Il contient des paramètres, des méthodes. Alors, toutes les données de la requête HTTP, on va les lire avec l'objet request. Par exemple, la méthode s'appelle getParameter. Supposons que j'ai un paramètre qui s'appelle non. Donc, je viens de lire, par exemple, le paramètre non. Alors, je vais afficher. Alors, pour afficher, on aura besoin de créer un objet qui s'appelle printWriter. Alors, l'objet out, on le crée à partir de l'objet response. On fait appel à la méthode getWriter. Et j'affiche. Pour afficher, c'est out.println. Par exemple, je voudrais afficher une page HTML. Donc, j'ai besoin d'utiliser les balises HTML. J'ai également besoin de la balise body, etc. J'ai besoin, par exemple, d'afficher le nom que je viens de lire. Donc, je vais l'afficher, par exemple, avec le style, par exemple, H3. H3 plus la variable nom plus, je vais mettre slash H3. Et après, je ferme slash body slash HTML. Slash HTML. Alors ça, c'est un exemple de servlet. Alors cette servlet, quand il est appelé, il va tout simplement m'afficher des données. Alors comment, si maintenant on veut tester cette servlette, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut la déployer. Alors pour déployer une servlette, nous avons dit qu'il y a deux solutions. La première, la plus utilisée, c'est le fichier web.xml. Alors en fait, le fichier web.xml, c'est un fichier qui est déjà créé. Il contient déjà quelques informations. Alors on va afficher le code source de ce fichier XML. Alors vous trouverez déjà, il contient des données. Alors tout ça, je peux l'effacer pour le moment. L'essentiel pour moi, c'est que je veux déployer une servlette. Et pour déployer une servlette, qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise l'élément servlette. Et entre servlette et slash servlette, il y a on va lui donner un nom, servlet name. Par exemple, on va l'appeler CS. C'est à moi de lui donner un nom. Et après, on va spécifier la classe. Servlet class. Et la classe, c'est quoi? C'est first servlet. On va dire à Tomcat qu'il y a une servlet qui s'appelle first servlet. Dans la classe, c'est first servlet. Il se trouve dans quel package? Alors ça, c'est maintenant Tomcat, il sait qu'il y a une servlette. Mais comment on va l'appeler? Quelles sont les différentes URL? On utilise un élément qui s'appelle servlet mapping. Servlet mapping. Et dans servlet mapping, on va utiliser à nouveau servlet name, c'est toujours CS. Et après, on va spécifier URL pattern. Et dans URL pattern, tout à l'heure, je vous disais qu'on peut mettre par exemple slash fs. Ça veut dire quoi? Toutes les URL qui se terminent par slash fs, et un utilisateur tape l'URL slash fs, Tomcat, il va faire appel à cs. Et c'est quoi cs? C'est first servlet. Ou tout simplement, on peut mettre par exemple dans URL, on peut mettre étoile point php comme vous dites, ou bien étoile.do. Alors je laisse étoile.php, ça veut dire quoi? Pour que cette... Oui. Alors, ça veut dire que s'il y a toutes les URL qui se terminent par PHP, ils vont être envoyées vers CS. On va vérifier. Alors, pour vérifier, on aura besoin de démarrer le serveur, Tomcat. Pour démarrer le serveur dans la catégorie Servers, ici, j'ai besoin tout d'abord de créer une instance du serveur parce que je n'ai pas encore fait. Alors, quel serveur que je vais démarrer? C'est Apache Tomcat 7. Si vous voulez, sans le démarrer de l'extérieur, je peux directement le démarrer à partir de Eclipse. Mais on peut bien le démarrer indépendamment de Eclipse. Je démarre, mais en même temps, quel est le projet que je veux tester? Je veux déployer le projet. Vous voyez là. Finish. Et après, Start. Alors, généralement, quand on démarre le serveur Tomcat, Tomcat, il démarre et il vous affiche des messages dans la console, la fenêtre console. Et parmi les messages que je vois juste le protocole HTTP utilise quel port? Le port, regardez, c'est 80. Donc ça veut dire que si je veux maintenant tester, communiquer avec l'application, je vais vers une machine quelconque, je lance le navigateur,
et je dois taper l'adresse URL. Alors donc on va utiliser donc http localhost, le port c'est quoi? C'est 8080 slash le projet. Comment s'appelle le projet? TPWS. Et après je veux appeler la servlette. Comment je vais l'appeler? Alors j'ai changé, c'est pas fs, on a mis étoile.php. Donc je peux mettre n'importe quoi .php. En principe, la servlette, s'il est bien déployé, donc je peux voir. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'il il nous dit? Donc 404. Ça veut dire. Alors, on y arrivera. De toute façon, il faut analyser. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai envoyé une requête. Alors, si vous voulez. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé du protocole HTTP, n'est-ce pas? Alors, c'est bien important de savoir la communication. Alors, avec Google Chrome, il y a les outils de développement. Alors, les outils de développement. Vous savez que ces outils de développement, souvent, sont très, très utiles pour les développeurs. Généralement, parmi les choses qu'on peut faire, c'est de regarder le réseau. Alors, par exemple, vous envoyez une requête, comme ça. Vous voyez donc, voilà la requête que vous avez envoyée. Et dans cette requête-là, on peut voir voilà, la requête HTTP qu'on a envoyée. Et on peut également voir la réponse HTTP. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de quelques en-têtes, mais je n'ai pas parlé de tout ça. Mais tout à l'heure, quand on va faire une application, on va revenir pour vous montrer comment analyser les requêtes que vous envoyez et les réponses HTTP que vous recevez. Alors maintenant, s'il nous affiche ça, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du serveur. Voilà, le projet, comment on l'appelait, c'est TP? Voilà, alors donc le projet, c'est pas WS, donc j'ai WS1, le projet. Entrée. WS1. Attendez. Attendez. Add. Oui, c'est ça. J'ai pas déployé. Alors, c'est-à-dire, on a démarré le projet, mais le projet n'est pas déployé. Add and remove project. Vous voyez? Si vous voulez que ce projet soit testé, il faut le déployer. Parce qu'en fait, vous démarrez, mais il faut déployer le projet. Déployer le projet, parce qu'en fait, quand vous démarrez en principe un serveur, si vous voulez vraiment déployer, si vous voulez qu'un serveur puisse reconnaître un projet, il faut normalement, il faut déclarer votre projet dans la configuration du serveur. Et cette opération s'appelle déployer. Alors ici, donc avec Eclipse, on le fait comme ça. Mais si vous voulez le faire manuellement, tout à l'heure, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que dans la réalité, c'est que déployer un projet, c'est que vous avez un projet web, c'est un fichier qui porte l'extension .war. Et après ce fichier-là, il faut le placer quelque part au niveau du serveur. Parce que tant que vous ne l'avez pas placé quelque part, il ne peut pas le reconnaître. Peut-être avec PHP, si vous voulez déployer une application PHP, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers le dossier 3W, vous créez un dossier, ça s'appelle déployer un projet. Parce que s'il n'est pas déployé, il ne peut pas être testé. Bien, alors maintenant, si on essaie de tester, vous allez voir la réponse. Alors, la réponse... La réponse. Alors, on va regarder ça. Ici, on doit ajouter le paramètre non. Non, c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça le problème. Alors, attendez. Tout ça, c'est juste. Alors, c'est quoi ça? C'est TPWS1. Alors, vous êtes localhost TPWS1. On a dit donc étoile.php. Voilà, pas de problème. Alors, ici, donc, je vois ici quoi? Nul. Pourquoi? Tout simplement parce que j'affiche non. Or, si vous voulez vraiment, ici, il faut mettre point d'interrogation. Non égale, par exemple, AZERTY. Ça veut dire quoi? J'envoie une requête HTTP, mais j'envoie un paramètre. Un paramètre vers le serveur, et après, il me répond avec ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, en plus de la réception des paramètres, alors maintenant, vous voyez donc ici la requête, ce qui est important. Je vois la requête HTTP. Je me rappelle.
Alors, comment on va augmenter la taille de... Chrome. C'est... À quel niveau? Je peux parler de ça? Non, mais ça, il va modifier que le zoom de ça. Mais c'est-à-dire pour les outils de développement. C'est recherche. Bon, peu importe. Alors, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Donc, après, on aura l'occasion de revenir à ça pour analyser donc, le contenu des requêtes HTTP. Mais maintenant, je reviens sur la servlette. Alors, en plus de l'affichage, alors ici, donc, je vais utiliser, par exemple, à la place de H3, c'est LI. Alors, LI, c'est-à-dire quoi? List item. Alors, ça c'est le nom. Le nom de point. Égal. Je fais la même chose, je voudrais afficher d'autres informations, comme par exemple, je voudrais afficher le protocole utilisé par le client. Alors, dans ce cas-là, voilà, protocole. Donc, on va utiliser à la place de ça, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est request. La méthode s'appelle get protocol. Merci de me dire ça. Alors, ça, c'est pas ça ce que je veux changer, c'est ça. Bien. Alors, vous êtes bien éveillé. Get protocol. Alors, d'autres choses qu'on peut faire, par exemple, je voudrais afficher l'adresse IP du client. Donc, par exemple, IP client, c'est request.get remote. Alors, tout ce qui est remote, c'est-à-dire distance, c'est-à-dire le client, remote, adresse. Ainsi de suite. Donc, il y a d'autres... D'accord. UL, c'est pas obligatoire. Pour que ce soit une liste. Vous voulez dire, c'est ça. Alors, quand on modifie, en principe, quand on fait une modification dans une servlette, il faut normalement que la servlette soit rechargée. N'est-ce pas? Alors, il le fait automatiquement, il recharge le contexte, mais sinon, parfois, ça nécessite de redémarrer le serveur s'il ne le fait pas. J'actualise. Alors, je ferme pour le moment cet outil-là. Actualiser. Donc, voilà ce que j'ai ici. Alors, ici. Alors, bien sûr, ici, l'adresse IP. Alors, get remote address. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, vous avez. Alors, ici, il faut juste noter que nous sommes en train de faire un test en local. D'accord? Alors, tout à l'heure, quand vous faites le test au niveau réseau, vous allez avoir des résultats. S'il vous plaît. Donc, bref, l'objectif, c'est quoi? C'est que ici, vous avez une première servlette. Comment ça fonctionne? Alors, maintenant, pour lire les données, c'est request. Pour envoyer la réponse, c'est response. C'est tout ce que je veux savoir pour le moment. Alors, sauf qu'au lieu de travailler avec une servlette, déjà, avant de vous parler de page JSP, une servlette doit être déployée. Alors, comment déployer une servlette? Il y a deux solutions. Soit vous la déclarez dans le fichier web.xml, c'est ce que nous avons déjà fait, CTRL X. Alors, si vous n'avez rien dans votre fichier web.xml, votre servlette ne pourra jamais être appelée. Je viens de modifier le fichier web.xml, restart. Vous actualisez, la servlette n'existe plus. C'est-à-dire le seul moyen pour que Tomcat puisse reconnaître une servlette, c'est qu'il doit être déclaré dans le fichier web.xml. Ou bien, il y a une deuxième solution, c'est utiliser les annotations. Alors, comment utiliser les annotations? Vous voyez donc le fichier web.xml, je suppose que je ne l'ai même pas. On le fait de la manière suivante. Alors, juste avant la servlette, on utilise une annotation qui s'appelle web servlet.
Alors, dans Web Servlet, la notation, on va spécifier servlet name, ou plutôt name, le paramètre name, on va lui donner un nom. Alors, c'est quoi le nom? CS. Et après, URL pattern. Et URL pattern égale. Alors, en principe, URL patterns, c'est-à-dire quelles sont les différentes URL. C'est un tableau. Alors, quand c'est un tableau, on utilise généralement les accolades. Alors, par exemple, ici, on peut mettre /fs, virgule, on peut mettre, par exemple, étoile.php. Ça veut dire que, de toute façon, cette servlet, il peut être appelé soit par une URL qui se termine par /fs, ou bien n'importe quelle requête URL qui se termine par PHP. J'enregistre. Alors, en principe, quand j'enregistre, s'il ne recherche pas le contexte, je serai ramené souvent à le faire soit en redémarrant ou bien en publiant le projet à nouveau. Alors, donc, j'ai redémarré le serveur. Alors, maintenant, je reviens ici, je teste servlet. Alors, vous voyez donc. Alors, maintenant, avec ça, c'est .php. Alors, si vous mettez aussi /fs, vous allez avoir le même /fs tout court. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça marche. Donc, c'est-à-dire les deux URL qui peuvent être utilisés. Mais si vous mettez autre chose que /fs, il vous dit je ne connais pas. Alors ici donc c.php. Alors ça c'est le. Mais ici donc le paramètre nom, il n'a pas été récupéré, il est égal à nul. Donc aussi on met nom égale valeur, qu'on le récupère. Alors maintenant c'est quoi une page JSP? Alors c'est ce que je vais vous montrer. Alors pour ne pas parfois créer des pages JSP, plutôt des servlets, parce qu'on voit que pour afficher avec une servlet, c'est pas pratique, n'est-ce pas? C'est pas pratique d'afficher avec une servlet, c'est une classe Java, out.println, out.println. Alors si vous avez une grande page web dans laquelle vous avez beaucoup de données, c'est pas pratique. Alors généralement, on utilise des pages JSP. Comment créer une page JSP? Dans Web Content, on va dans la catégorie Web, on va trouver JSP File. Et la page JSP, on va l'appeler par exemple vue.jsp. Je l'appelle ce que je veux. Alors en fait, cette page JSP, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement ce que nous avons fait avec la servlette. C'est-à-dire que dans J2E, vous pouvez utiliser soit une servlette, soit une page JSP. Et vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec servlette, vous pouvez le faire avec JSP et vice-versa. Sauf que par la suite, nous allons voir que dans la réalité, c'est que les deux vont être utilisés. Quand on respecte le modèle MVC, c'est que la servlette va être utilisée comme étant contrôleur et la page JSP, elle va jouer le rôle de vue. Alors maintenant, ce que je vous montre, c'est juste de découvrir c'est quoi la particularité d'une page JSP. Alors une page JSP, si vous remarquez déjà une chose, regardez, une page JSP, il ressemble plus à une page HTML. Donc on peut dire qu'une page JSP, c'est une sorte de page HTML à l'intérieur de laquelle je peux écrire le code Java. Alors qu'une servlette, c'est l'inverse. C'est une classe Java à l'intérieur de laquelle je peux générer des codes HTML. Alors, les programmeurs, généralement, ils aiment beaucoup travailler avec des classes. Parce qu'en fait, les classes, c'est des traitements. Mais un web designer, il préfère généralement utiliser les pages JSP. Donc c'est pour cela, par la suite, quand on va séparer l'application en deux parties, il y a le contrôleur et les vues. Alors maintenant, si je veux faire le même travail avec servlet, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais afficher une page HTML et dans laquelle je vais mettre, par exemple, tout à l'heure on a utilisé .li, n'est-ce pas? /li. Je voudrais afficher le nom. Pour afficher le nom, il suffit d'utiliser le paramètre suivant. Je veux par exemple lire en utilisant l'objet request. Alors dans JSP, pour utiliser le code Java, il faut utiliser les balises inférieures pourcentage et pourcentage supérieur. Alors tout ce qui est compris entre les balises inférieures pourcentage supérieur, c'est du code Java. Il va s'exécuter côté serveur. C'est à peu près comme PHP. Dans PHP, vous utilisez inférieur, point d'interrogation, PHP. Alors maintenant, je veux lire le nom. Qu'est-ce que j'écris? String nom égale à quoi? Request. Donc, je peux utiliser directement l'objet request. Point. La méthode s'appelle get paramètre. Comment il s'appelle le paramètre? Non. Donc c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, donc, pour afficher maintenant la variable nom, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois écrire?
Donc, comme si non c'est une variable JSP, je dois écrire out.println. Qu'est-ce que je vais écrire? C'est la variable? Non. Avec un point virgule. En fait, out.println, c'est comme si vous mettez echo avec PHP. Hein, pour afficher. Alors, sauf que je vais afficher également d'autres informations. Qu'est-ce que je vais afficher encore? Je vais afficher request.getProtocol, par exemple. Ça, c'est protocole. Alors, sauf que pour ne pas écrire out.println, il y a une abréviation qui est très pratique dans JSP, c'est utiliser tout simplement égal. Alors, quand vous mettez inférieur pourcentage égal, c'est comme si vous mettez out.println. Alors, sauf que cette écriture-là, c'est ce que nous appelons un scriptlet. Scriptlet. Alors, dans JSP, tout ce qui est compris entre inférieur, pourcentage supérieur, c'est ce que nous appelons un script. C'est-à-dire quoi scriptlet? C'est du code Java. Vous pouvez écrire tout le code Java que vous pouvez faire généralement, vous pouvez l'écrire. Et après, si vous mettez inférieur pourcentage égal, c'est ce que nous appelons des expressions. Et inférieur pourcentage égal, il est équivalent à quoi? À out.println. Donc quand vous voyez égal, c'est comme si je veux afficher. Alors si vous voulez donc pour que ce soit une vraie liste, donc vous utilisez UL et à la fin on va mettre /UL. Mais sans oublier, ici il y a une parenthèse en plus, il y a un point virgule qu'on ne va pas mettre parce que quand on utilise égal, il n'y a pas de point virgule, c'est une expression. Alors c'est quoi ça? C'est une page JSP. Et si vous voulez tester une page JSP, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'aller vers le navigateur et vous appelez directement la page vue. En fait, une page JSP, il est appelé comme un script PHP. Donc, il est appelé directement par son nom. Regardez, entrez. Alors, une page JSP, quand il est appelé, il vous donne le résultat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, quand vous avez constaté, quand vous appelez la page JSP pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Tomcat, il va convertir cette page JSP en servlet. La page JSP que vous avez créée, il va la convertir tout d'abord en servlet, il va la compiler, et après, qu'est-ce qui vous répond? C'est la servlet qui a été générée. Ça veut dire quoi? C'est quoi la technologie de base? C'est les servlets. Donc ça veut dire tout simplement que vous travaillez avec servlet ou bien JSP, c'est la même chose. Une JSP, également, elle est convertie en servlet. Sauf qu'au niveau de la forme, c'est pas la même chose. Au niveau de la forme, une servlet, c'est une classe Java. Et une JSP, elle ressemble plus à une page HTML. Alors, juste, on va envoyer le paramètre et je vous laisserai poser les questions. Ici, le paramètre non égale A. Ici, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, cette servlette que j'ai créée tout à l'heure, est-ce qu'elle est utilisée? Non. Allez, tout ce que vous voyez là, dans cette servlette, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors maintenant, vous allez dire forcément, on préfère utiliser une page JSP, c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Et beaucoup plus simple. Parce que ici, donc, j'arrive à lire les données et j'affiche d'une manière très simple, n'est-ce pas? Alors que dans une servlette, il y a beaucoup de code Java à écrire et en même temps, il faut la déployer parce qu'il faut la déclarer dans le fichier web.xml. Mais également, il faut, à chaque fois que j'affiche, c'est out.println. Donc, ce qui fait que, en principe, dans J2E, vous disposez de solutions. Soit utiliser les servlets, soit utiliser les pages JSP. Et tout ce que vous pouvez faire avec servlet, vous pouvez le faire avec JSP. Alors, sauf que dans la pratique, vous allez voir qu'on va utiliser les deux. Pourquoi? Parce que quand on va respecter le modèle MVC, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé du modèle MVC, il y a le contrôleur, il y a la vue. La vue, il va se charger de faire l'affichage. Et quand il s'agit d'afficher, on va utiliser les pages JSP, parce que c'est beaucoup plus pratique.
Mais quand il s'agit de faire des traitements, c'est le contrôleur. Et le contrôleur, quand il va faire les traitements, il vaudrait mieux utiliser une servlette, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela que vous allez voir par la suite, on aura besoin d'utiliser les deux. Alors une autre chose à noter, c'est qu'une page JSP, vous n'avez pas besoin de la déployer. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de la déclarer dans le fichier web.xml, vous pouvez l'appeler directement parce qu'elle est auto-déployable. Vous voulez poser une question? Monsieur, on a remarqué que lorsqu'on a validé l'URL Oui. concernant le JSP, il y avait une certaine lenteur. Alors juste dans le premier appel, c'est la remarque d'ailleurs que je vous ai dit, vous avez remarqué dans le premier appel de la page JSP, ça prend un peu de temps. Elle lèche. Parce que exactement, c'est que Tomcat, quand vous appelez la page JSP pour la première fois, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la page JSP, il la convertit en servlette, il la compile, il génère une servlette. Donc, mais après, quand vous appelez la page JSP, c'est toujours la servlette qui a été déjà générée qui vous répond. Donc, c'est-à-dire que pour Tomcat, une JSP, c'est tout d'abord une servlette. Donc, techniquement parlant, c'est une servlette. Et d'ailleurs, vous le constatez vous le constatez si vous faites une modification dans votre servlette, vous faites une modification, vous l'enregistrez. N'est-ce pas? Dans la page JSP. Alors, si vous faites une modification, si vous l'appelez une deuxième fois, il doit la recompiler. D'ailleurs, vous allez constater alors, je vais tout d'abord, pour faire la différence, je vais saisir une donnée quelconque. Et après, je vais appeler la page vue.jsp. Alors, quand je vais l'appeler, alors, il y a une petite fraction de seconde, c'est rapide, mais en tout cas, avec l'appel, lui, il l'a déjà converti, il l'a déjà déployé. C'est rapide lorsqu'on a, disons, 10 lignes de PHP, mais lorsqu'on a une page web qui est très grande, une page JSP. Là, il l'a converti. Non, c'est très rapide. Du point de vue du client, lorsqu'il va vouloir accéder. Non, attendez. Une JSP, quand elle est créée par le développeur, elle est déployée, d'accord? La première requête. La première requête. Non, la première requête qui demande au Tomcat la JSP, Tomcat, il a vu que la JSP n'est pas déjà compilée, il génère. Mais après, par la suite, toutes les autres requêtes, que ce soit les autres clients, parce qu'en fait, une servlette, il est instanciée une seule fois. Donc, c'est-à-dire que la compilation se fait une seule fois. Donc, c'est-à-dire que la compilation de la servlette, de la JSP, il se fait uniquement quand il y a des modifications dans la page JSP. Mais à part ça, donc, il n'y a pas de problème. Oui? On n'a pas utilisé le modèle. Ici, donc, on n'a pas utilisé le modèle, on n'a même pas respecté le modèle MVC. Jusque-là, on n'en parle pas. Donc, je viens juste de vous montrer comment créer une première servlette, comment la déployer, comment la tester. Et je viens de vous montrer également comment créer une page JSP et comment tester une page JSP. Et on vient de découvrir que tout ce qu'on peut faire en principe avec une servlette, on peut le faire avec une page JSP. N'est-ce pas? Sauf que la différence, c'est la forme. Une servlette, c'est une classe Java dans laquelle je peux générer des codes HTML, alors qu'une page JSP, c'est une sorte de page HTML à l'intérieur de laquelle je peux écrire le code Java. Une servlette doit être déployée. Ça veut dire quoi déployer une servlette? Il faut la déclarer soit dans le fichier web.xml, soit en utilisant les annotations web servlet. Alors qu'une page JSP n'a pas besoin d'être déployée. Une page JSP, on peut l'appeler directement par le nom du fichier. Et enfin, une page JSP, quand elle est appelée pour la première fois, il est toujours converti en servlet. C'est Tomcat qui va le faire. Donc il l'a converti en servlet. Et après, par la suite, c'est cette servlet qui donne les réponses. Voilà un résumé. Donc ce TP-là, cette démonstration, l'objectif, c'est ça. Alors maintenant, on va vers l'aspect plus pratique. On va essayer d'exploiter tout ça. Je vais stopper je crois que...